C'est une glande de l'appareil reproducteur masculin située sous la vessie avant le rectum, avec pour fonction principale de produire le liquide prostatique, un composant essentiel du sperme qui aide à protéger et à transporter les spermatozoïdes. Mais lorsque cet organe est malade, il lui est alors difficile de jouer cette fonction et plusieurs pathologies peuvent l'affecter, notamment le cancer de la prostate. Nous en parlons dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes en novembre, mois dédié à la santé masculine. C'est l'occasion pour nous sur ce plateau de nous intéresser à votre santé, messieurs. On va se pencher sur un organe qui n'appartient qu'à vous, la prostate, et aux risques qui vont avec, notamment le cancer de la prostate. Et la question qu'on se pose, c'est celle de savoir si on peut en guérir. Vous aurez la réponse tout à l'heure avec notre invitée. Cécile, bonsoir. Bonsoir Mireille, bonsoir Frédéric Christelle, bonsoir à vous à la maison. Tout à l'heure, dans le cadre de, vous le savez, ma rubrique quotidienne, un mot de santé, nous allons nous intéresser à la chicha. Nous sommes questionnés pourquoi fumer de la chicha au Cameroun, c'est devenu un interdit qui attire de plus en plus les masses. Ça va, Freddy? Ça va Mireille, j'espère que ça va pour toi, ça va également pour toi. Ça va. Ah ouais, vous êtes toutes belles et merci. Ça me fait vraiment plaisir. Nous sommes en bleu. En bleu, oui, à la différence de moi, Voilà. J'ai d'autres causes à défendre. C'est vrai que je devrais défendre également la cause des hommes, puisque nous sommes en novembre bleu. Et aujourd'hui, je vais parler de quoi? De l'embolisation de la prostate. Un espoir pour les hommes. Vous allez davantage savoir de quoi il est question. Pour tout à l'heure, pas pour tout de suite. Ah, tout à l'heure, Freddy. Merci. Alors, plusieurs informations ont marqué l'actualité sanitaire au Cameroun cette semaine et quelques-unes ont retenu l'attention d'Elisabeth Ngowoum. Elisabeth, bonsoir. Bonsoir Mireille, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Dans l'actu santé, le Cameroun lance une nouvelle offensive contre les infections respiratoires aiguës, la diarrhée et la poliomyélite, des pathologies qui continuent d'affecter les enfants. Du 4 au 7 décembre prochain, les enfants de 1 an à 59 mois seront supplémentés en vitamine A, déparasités, et ils vont recevoir chacun 2 gouttes de vaccin oral contre la polio. Une intervention qui s'inscrit dans le cadre du second tour de la semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle. Une large adhésion des parents est sollicitée. Sécurité transfusionnelle, c'est le thème des 2e journées scientifiques de la Société d'hématologie dont les travaux se sont ouverts dans la capitale politique Yaoundé. Comment réduire le taux de 15% de sang contaminé? La question a été à l'ordre du jour. Le ministère de la Santé représenté y a pris part aux côtés de la Société camerounaise d'hématologie et du Centre national de transfusion sanguine. Les experts discutent des mesures à mettre en place afin de mieux sécuriser le sang collecté et éviter des contaminations. À Douala, c'est une vaste campagne de dépistage gratuit qui se déroule en ce moment à l'hôpital militaire. Une initiative qui draine du monde. Les populations viennent des 4 coins de la métropole économique afin de pouvoir accéder aux soins de santé. Parmi les maladies dépistées gratuitement, le cancer de la prostate
Et puisqu'on parle de cancer de la prostate, notons que dans plusieurs centres hospitaliers, il est organisé des dépistages gratuits. C'est à peu près 2000 nouveaux cas de cancer de la prostate qui sont dépistés chaque année au Cameroun en ce mois de novembre bleu dédié à la sensibilisation des cancers masculins. Les hommes âgés de 50 ans et plus sont exhortés à se faire dépister. Et le mois camerounais contre le sida se prépare d'ores et déjà. Synergie africaine, l'ONG panafricaine dont l'épouse du président de la République est la présidente fondatrice, vient de remettre du matériel de lutte aux responsables d'établissements scolaires et d'associations. Au total, 30 000 préservatifs masculins, 7 000 féminins, 20 000 pins en ruban ont été remis pour pouvoir booster les actions de sensibilisation et de prévention menées sur le terrain par les acteurs engagés. Notons d'ores et déjà que le Centre international de référence Chantal Biya intensifie des efforts pour enrayer la progression du VIH au Cameroun. Un atelier de virologie organisé à Yaoundé a permis aux acteurs impliqués dans la prise en charge d'actualiser et de renforcer leurs compétences afin d'améliorer la qualité du suivi et des soins apportés aux patients atteints du VIH-Sida. À présent, c'est le moment de nous intéresser à ces phénomènes de mode qui ont des conséquences sur la santé. Alors, ce soir, Cécile, vous nous parlez de la consommation de la chicha qui, malgré l'interdiction par les autorités administratives, continue de prendre de l'ampleur et ces jeunes ignorent à quoi ils sont exposés. En effet, j'ai fait un constat et j'ai remarqué que de plus en plus, lorsque vous décidez de sortir, d'aller changer d'air, de prendre un pot à l'extérieur, vous allez vous retrouver dans des snack bars où la fumée est devenue la nouvelle décoration de ce côté-là parce que beaucoup se permettent de fumer de la chicha à outrance en plein snack ou encore dans des débits de boissons. Même si vous n'êtes pas fumeur, eh bien, vous y êtes exposé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons décidé de nous appesantir sur ce fait-là parce que apparemment c'est un phénomène de mode, c'est vrai, qui touche beaucoup plus les jeunes. On a constaté qu'ils utilisent même ces images qu'ils vont filmer dans ces lieux-là pour pouvoir en faire des statuts sur leurs différents réseaux sociaux, comme si c'était devenu un nouveau challenge, tout simplement. Eh bien, la chicha qui est donc devenue un phénomène viral. Et puis donc, pour essayer de comprendre pourquoi et surtout votre point de vue à la maison, nous avons réalisé ce Vox Pop dans les rues de la capitale économique ici à Douala et on écoute vos avis sur la question. La chicha, c'est consommé même plus par les jeunes. Ou c'est une manière même de se droguer, on ne connaît pas, puisque nous-mêmes, on est né à notre temps, on n'avait pas connu ce qu'on appelle la chicha. Maintenant, on voit les enfants où ils rentrent en arrière, ils avancent. Puisque avant, je considère même que c'est toujours comme la pipe que nos grands-mères prenaient avant. Ça détruit l'organisme à petit feu. La chicha est de plus consommée au Cameroun parce que les jeunes, quand ils consomment ça, ça leur donne beaucoup plus la force et l'énergie de travailler énormément. C'est comme moi je pense. Une fois, j'ai côtoyé certains jeunes qui me disaient que quand ils prennent la chicha, par exemple, ils se sentent plus à l'aise, ils sont stressés. Le pays va mal, donc les gens se droguent pour pouvoir un peu passer le temps et puis oublier certaines choses. Maintenant qu'on est de retour sur le plateau, on a écouté les uns les autres. C'est vrai que vous avez trouvé ma question un peu intrusive, mais est-ce que vous avez déjà eu à goûter à la chicha? Freddy Christelle, les pop, oui. Puisqu'il y a... Les pop, c'est quoi? Les pop, c'est la chicha électronique. La cigarette électronique ou la cigarette électronique? C'est pop, cigarette électronique, tout ça, c'est vrai que la chicha, c'est ce qui... non, mais la chicha, c'est vraiment on va dire la pipe à eau. La pipe à eau. Donc la cigarette électronique, c'est pas du tout pareil. Ça n'a rien à voir avec la chicha. Ça n'a absolument ça veut rien dire à que j'ai voir. jamais goûté à la chicha alors finalement. Ah, d'accord. Moi de même, hein. Dans ce cas. Et j'ai le sentiment, si tu permets, que c'est quand c'est proscrit que c'est permis chez les jeunes. Justement. Oui. Bah justement. C'est le sentiment que j'ai. On va rappeler qu'il y a quand même une interdiction du gouvernement camerounais à travers le MINAT, qui est le ministère de l'administration territoriale, et qui avait interdit donc la consommation justement de la chicha dans les lieux publics, à savoir dans les établissements de loisirs. Donc quand on dit établissements de loisirs, justement, c'est comme le nom l'indique, les lieux publics, là où on va faire la fête et tout, parce que c'est des lieux où
évidemment, il y en a beaucoup trop. Ouais. Beaucoup trop. Alors, de ce côté aussi, dans le même sillage, le MinSanté est venu en renfort il y a 2 ans, c'était en 2024. Et de ce côté, on a organisé des campagnes de sensibilisation exclusivement dans les milieux jeunes, parce qu'on a constaté que ce sont plus des jeunes qui s'adonnaient à cette façon de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire de fumer de la chicha. Mais le constat est clair, c'est pas respecté. C'est une interdiction qui n'est toujours pas respectée le moins du monde. Donc, somme toute, au niveau des consommateurs, nous avons 2 camps. Nous avons les jeunes qui sont majoritaires et surtout les jeunes mineurs. Mais il y a aussi des adultes qui consomment régulièrement de la chicha. Bon, dans l'imagerie populaire, on pense que la chicha est inoffensive. Beaucoup estiment que c'est parce que c'est parfumé. Pareil que ça a beaucoup de parfum, ça sent la rose, que c'est juste de l'eau, c'est de la menthe. Donc, et donc, les uns et les autres vont vous dire qu'à côté, que de prendre de la cigarette qui pour eux, entre guillemets, va exposer leur santé, autant fumer de la chicha. Ouais. Eh bien, qu'en est-il exactement, hein? Donc, ce qu'on va faire, on va écouter ce soir le docteur Christian Eyoum, qui est médecin psychiatre. Et il va pouvoir, pourquoi pas, nous alerter sur les dangers réels que vous courez lorsque vous décidez de consommer du narguilé, la pipe à eau ou encore la chicha. On l'écoute et on se retrouve juste derrière. Parlant de la chicha, en général, on lui attribue souvent la posture d'une drogue douce ou quelque chose comme ça, mais il faut se dire que c'est relativement dangereux de la consommer parce que c'est en fait un jeu de charbon, d'arômes et puis de nicotine. Ça, c'est le basique en fait qui sont mis ensemble. Et bien sûr, dans l'intermédiaire, il y a de l'eau pour refroidir un peu la fumée qui va passer. Et du coup, comme il y a de l'arôme et puis il y a du refroidissement, les gens ont l'impression que c'est quelque chose de très doux. Oh que non. Il faut plutôt se dire que le refroidissement en question, bien que limitant l'irritation, va permettre l'absorption plus profonde de la nicotine. Et Dieu sait que la nicotine est l'une des drogues les plus addictogènes. C'est une des drogues qui rend le plus dépendant. La nicotine, c'est ce qu'il y a dans la cigarette. Sauf que là, dans la chicha, c'est quelque chose qui va être doublé parce que pendant la consommation, on va y rester 30-45 minutes. On va consommer 10 fois plus que quand on avait pris des bâtons un à un. Et donc, c'est ça le risque, en fait. Donc, du coup, tous les risques qui sont connus, toutes les conséquences qui sont connues, corporelles, je vais dire physiques, les conséquences comme les risques d'hypertension, de cancer du poumon en lien avec la nicotine ou de toutes les irritations allergiques qu'on peut connaître. En dehors de ça, il y aura aussi maintenant les conséquences psychiatriques avec toute la dépendance que ça peut induire et bien sûr toutes les perturbations que ça peut induire sur le sommeil et tout le reste. Mais là, je parle encore de la chicha en termes de consommation basique. Maintenant, quand on va y mettre des stupéfiants en plus, ça devient quelque chose de dangereux. Donc, s'il fallait que je donne un conseil à la jeunesse, il faut faire attention parce que à nos consultations, on commence déjà à voir des gens venir en consultation. Ce n'est plus seulement pour la cigarette ou pour le droit, mais c'est parce qu'ils prennent de la chicha, parfois avec un mélange qu'ils ne sont pas capables de décrire eux-mêmes. Donc, je conseille de vraiment se tenir à distance de ça comme de toutes les autres drogues et de considérer que celui qui consomme la chicha consomme 10 fois plus qu'un fumeur de cigarette et s'expose au même risque sinon pire que ceux auxquels s'expose un fumeur de cigarette et un fumeur de drogue aussi. Après, bien sûr, avoir écouté le docteur, nous avons une maxime pour vous à la maison ce soir, d'accord? Suivre la mode, c'est bien, mais il ne faudrait pas que ce soit au détriment de votre santé. Quand même. Il ne faudrait pas que ce soit au détriment de votre santé. Et justement, je voulais vous demander, quel est votre point de vue justement sur le fait qu'aujourd'hui, on ne puisse plus avoir des lieux de plaisir, de loisirs, sans des coins fumeurs et non fumeurs? Donc après, des lieux, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire les lieux où on va, les lieux de, comme uniquement dans les snacks, dédiés, on ne respecte pas les non-fumeurs. Oui. Ça veut dire que tout le monde... Il n'y a pas d'espace dédié. Il n'y a pas d'espace dédié, en fait. Aux non-fumeurs, oui. Ouais, c'est déplorable parce que c'est pas tout le monde qui fume. Et peut-être il faut que j'apporte une précision. Vous avez écouté le docteur Christian Eyoum, qui est médecin psychiatre, qui est revenu sur les conséquences de cette substance-là dans l'organisme et comme quoi la chicha est 3 fois plus dangereuse que la cigarette. Oui. Elle contient plus de nicotine que la cigarette ordinaire. Et peut-être ça, on ne le sait pas. Donc, nous qui sommes souvent dans ces milieux-là, nous sommes asphyxiés par la fumée nous étouffe. Sachez que nous aussi,
nous sommes en train de fumer. Peut-être tout à l'heure, je disais que je n'ai pas fumé. Je peux dire que j'ai fumé de manière passive. Comme dans le tabagisme si je me passif. suis retrouvée dans un milieu et que j'ai absorbé cette fumée-là, c'est que j'ai fumé de manière passive. Donc, on se recommande à que ces promoteurs de lieux de plaisir ou alors ces lieux de détente puissent réserver des espaces non fumeurs. Ça va permettre aussi à ceux qui ne veulent pas fumer, qui ne veulent pas être exposés. Qui respectent déjà aussi profiter de ce lieu-là. La loi du MINAT, qu'ils arrêtent de vendre, de permettre que la chicha soit fumée. Quand vous demandez aux responsables des espaces de loisirs de respecter les non-fumeurs, je vais déjà vous dire que le mal gangrène davantage notre société et les fumeurs sont souvent plus nombreux que les non-fumeurs. Donc, on ne va pas aller créer un autre espace ou encore notre univers. C'est ce qu'ils vont penser vous dire. Hein. Ils ne vont pas créer notre univers pour les personnes non-fumeurs. Moi j'ai été comme ça. Vous êtes sur une table, on vient avec la chicha, on ne vous demande pas, on pense que c'est un automatisme. On vous tend tout de suite le tuyau. Et vous avez refusé. Comment vous avez réagi? En fait, c'est la première fois qu'on vous invite, la toute première fois qu'on vous invite, le plus souvent, il y a toujours les chichas sur la table, vous voyez. Et chacun tire, il y a souvent le capuchon là. Chacun, on distribue les capuchons. Tu vas voir les autres, quand on fume, il y a des gestes qui t'enfument. Et du coup, par mimétisme, tu prends, suiveur moutonnier, tu prends et du coup, tu te mets à la mode et tu prends l'habitude d'en faire. Et là, tu exposes ta santé. Ah oui. Merci Cécile pour ce phénomène de mode qu'on ignorait peut-être ou peut-être qu'on le sait et qu'on fait fi, qui a de nombreuses conséquences sur notre santé. Merci à vous. Merci. Et à la semaine prochaine avec un autre phénomène de mode. Place à présent à l'innovation scientifique et technologique en santé. Alors, Freddy, la trouvaille de ce soir est l'embolisation de la prostate. C'est quoi concrètement? Alors, merci Mireille. J'espère déjà à la maison que je fais la tête des innovations scientifiques et technologiques. Aujourd'hui, on parle de l'embolisation de la prostate, un espoir pour les hommes. Il faut savoir ce que c'est. L'embolisation de la prostate est une alternative non chirurgicale pour traiter les problèmes de prostate gonflée. Cette intervention caractérisée par sa mini-invasivité se déroule en ambulatoire. Ambulatoire, c'est-à-dire quoi? Ça fait référence aux soins ou traitements médicaux qui ne nécessitent pas une hospitalisation de nuit, permettant au patient de rentrer chez lui à la maison le même jour. Alors, il y a 11 mois, se faisait la toute première embolisation de prostate au Cameroun à l'hôpital général de Yaoundé. L'embolisation de la prostate est une technique naturelle qui préserve la sexualité du patient. Le processus, tel qu'expliqué par les spécialistes, est le suivant. Donc, le radiologue applique une anesthésie locale, ensuite insère un cathéter dans l'artère fémorale, c'est-à-dire dans la cuisse, ou dans l'artère radiale, qui est le poignet du patient. En guidant ce cathéter à travers les vaisseaux sanguins jusqu'à l'artère prostatique, le médecin injecte ensuite des petites particules appelées embolies dans les artères qui alimentent la prostate afin de réduire le flux sanguin vers l'organe. L'objectif ici, l'objectif est de réduire l'apport en sang à la prostate, ce qui entraîne un rétrécissement de la glande prostatique et une amélioration des symptômes urinaires. Contrairement au traitement chirurgical, il n'existe aucune complication sexuelle ou urinaire et aucune éjaculation rétrograde. Ça veut dire que votre éjaculation reste conforme comme avant cette embolisation. Et on va continuer en disant que l'embolisation n'a aucun effet négatif sur l'érection d'un homme. Cette technique mini-invasive a cet avantage fondamental. Le traitement se fait sans incision et sans cicatrice. Le temps de récupération est beaucoup plus court et une reprise rapide des activités quotidiennes, alors que la chirurgie nécessite souvent une hospitalisation et comporte un risque plus élevé d'effets secondaires. Que c'est beau d'expérimenter l'embolisation de la prostate. Merci pour les hommes.
Freddy, c'est une très, très bonne découverte ce soir, une innovation dans la prise en charge des pathologies de la prostate. Et comme tu le sais très bien, notre thématique principale ce soir est axée sur le cancer de la prostate. Nous allons demander à notre expert tout à l'heure s'il est informé de cette trouvaille-là, de cette découverte-là qui vient révolutionner la prise en charge des maladies de la prostate. Mais avant de le recevoir, Freddy, Cécile, je vous invite à regarder ce reportage réalisé à l'hôpital général de Douala par nos reporters Elisabeth Ngwaoum, Armand Pagna, Noël Ethieu. Sexualité avant, pendant et après un cancer de la prostate, sans tabou, les hommes en parlent en ce novembre bleu. Mois de sensibilisation au cancer masculin et à la santé mentale des hommes. À l'hôpital général de Douala, comme il est de tradition chaque année, une campagne gratuite est organisée. Il faut continuer d'éduquer les populations et les hommes en particulier. À l'ordre du jour ce matin, on parle de la prostate. Qu'est-ce que c'est? Le docteur Armel Essomba, urologue, répond à cette préoccupation. La prostate, ce n'est pas une maladie et cet organe-là est situé en dessous de la vessie qui est le réservoir qui nous permet de contenir les urines. Et donc cette prostate-là, après 50 ans généralement, subit un phénomène de vieillissement qui entraîne des modifications telles que le grossissement de l'organe. Causerie éducative, dépistage gratuit, ils ont été nombreux, ces hommes de 50 ans et plus, qui ont répondu présents à l'appel des professionnels de la santé. Le message est passé parce que les gens sont venus nombreux. Et après les conseils, le médecin a directement commencé les évaluations et puis les consultations. Et ça se passe très bien. Cette campagne-là, vraiment, elle est bienvenue parce que vu les temps qui courent, c'est pas facile que les gens s'en sortent même pour se soigner. Et surtout pour moi qui est déjà retraité il y a longtemps. Je suis venu faire une consultation pour la prostatique de routine pour pouvoir vérifier ma prostate. Une séance pour pouvoir plus d'informations que le traitement, puis anticiper pour pouvoir suivre bien l'état de sa prostate qui est tellement important. Depuis un certain temps, je commence à pisser 2-3 fois par nuit. Non, c'est un moyen d'anticiper parce qu'il faut d'abord regarder la cause. Miction fréquente, douleur, perte de poids, anémie. Les signaux d'alarme sont nombreux. Et pour les professionnels de la santé, presque toutes les maladies de la prostate ont des symptômes similaires. Il y a l'augmentation de la fréquence des mictions dans la nuit. Donc lorsque vous constatez que vous vous levez plusieurs fois dans la nuit, généralement c'est plus de 3 fois. Une fois que vous vous levez plus de 3 fois, c'est un signe qui est un signe majeur de maladie de prostate. On peut avoir d'autres signes tels que des envies fréquentes d'uriner. Lorsque vous ressentez l'envie d'uriner, cette envie est pressante, il faut rapidement y aller. On n'arrive pas à retenir, c'est un signe de maladie de prostate. On a le jet urinaire qui commence à faiblir, il ne porte plus à une certaine distance. On a des douleurs ou alors il faut faire des efforts pour pouvoir démarrer une miction. On peut avoir du sang qui apparaît dans les urines, on peut avoir du sang qui apparaît dans le sperme. Autre signe qui est souvent assez anodin, qu'on ne prête pas attention, c'est des dysfonctionnements, les faiblesses sexuelles couramment appelées. Et enfin, le signe majeur qui peut qui est le premier signe qui motive la consultation à l'hôpital, c'est la rétention. Lorsque vous avez l'incapacité totale de pouvoir uriner malgré que vous aviez une envie très forte, l'urine n'arrive pas à sortir et généralement on est amené à placer des sondes urinaires. Il y a des façons de protéger sa prostate. À côté des bilans médicaux réguliers, l'alimentation joue un rôle majeur. Il faut éviter de consommer des aliments riches en gras. Il faut éviter de consommer beaucoup d'alcool par exemple, parce que l'alcool également, ça favorise la manifestation des signes urinaires.
Donc, il y a des facteurs qui sont dits protecteurs, mais les facteurs qui sont non modifiables, qui sont des facteurs qui ne dépendent pas de nous, c'est comme on l'a dit, c'est la génétique, l'hérédité, c'est la race qui est noire, c'est l'âge. Notons également que l'âge et la génétique sont des facteurs qui prédisposent à des maladies de la prostate. Elles peuvent être traitées si et seulement si elles sont détectées le plus tôt. Le maître mot ici, c'est le dépistage précoce. Donc, le plus tôt on est vu, le plus tôt on est dépisté, ça nous permet d'accroître les chances de guérison parce qu'un cancer qui est localisé peut être guéri de manière complète. C'est-à-dire, lorsque vous faites l'ablation de l'organe, si l'organe est atteint, vous pouvez guérir cette personne-là qui présente ce cancer. Et malheureusement, puisque nous l'avons dit, c'est un cancer qui évolue très souvent à bas bruit. Les patients, quand ils nous consultent, sont souvent vus à des stades déjà assez avancés. Et là, on ne peut que leur proposer des traitements palliatifs. Des données rendues publiques en cette année 2025, un peu plus de 2000 nouveaux cas de cancer de la prostate sont diagnostiqués chaque année. Il s'agit donc, tout au long de ce mois de novembre bleu, d'inciter les populations à un dépistage précoce. Pour les hommes de 50 ans et plus, ils ne devraient pas avoir de honte de parler de symptômes intimes, sexualité responsable, bonne hygiène, gestion du stress, alimentation saine et bilans médicaux réguliers. Telles sont les recommandations des spécialistes et professionnels de la santé. Il nous a rejoint sur ce plateau notre invité de ce soir, le docteur Franz Epoupa. Il est chirurgien urologue, andrologue en service à l'hôpital général de Douala. Docteur, bonsoir. Bonsoir Mireille. Bienvenue sur le plateau de Check-up. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être là ce jour. Alors, on sait généralement que les hommes prennent moins soin de leur santé que les femmes. Pensez-vous qu'un homme devrait aller consulter un urologue de la même manière qu'une femme va voir un gynécologue? Merci Mireille, c'est une très bonne question. C'est aussi important pour l'homme de savoir s'il est en bonne santé que la femme de savoir qu'elle est en bonne santé. Mais là, c'est une autre question. L'urologue, c'est ce spécialiste qui s'occupe des pathologies liées à l'appareil urinaire chez l'homme et la femme et à l'appareil génital de l'homme. Donc l'homme devrait voir l'urologue au même titre que la femme aussi, mais un peu plus parce que l'homme aussi, l'urologue s'occupe de l'appareil génital de l'homme. L'urologue s'occupe de l'appareil génital de l'homme. Pour la prévention des maladies de la prostate, il est important pour l'homme d'aller à la consultation, de voir un urologue. C'est ce que je peux dire concernant cela. D'accord, et on sait que l'urologue, c'est ce spécialiste-là qui s'occupe de l'appareil génital masculin. Et de l'appareil urinaire de l'homme et de la femme. C'est vraiment très important à savoir. Les femmes ont les reins, la vessie, autant que les hommes. Les urines sont créées, on va dire, sont fonctionnelles à partir du rein, mais l'urologue s'occupe de toutes les pathologies qui sont chirurgicales, liées à l'appareil urinaire de l'homme et de la femme et à l'appareil génital de l'homme. C'est pour ça qu'on ajoute souvent chez l'urologue cette pathologie, cette spécialité qui est l'andrologie. D'accord, et vous êtes chirurgien urologue andrologue. Alors docteur, avec vous, nous allons nous intéresser au cancer de la prostate et qui chaque année au Cameroun, près de 2200 nouveaux cas sont enregistrés avec une mortalité élevée due à un diagnostic tardif et à des taux de suivi faibles. D'ailleurs, le centre Pasteur de Yaoundé a tenu une conférence dans l'optique de souligner l'importance de la prévention qui passe par la sensibilisation. Docteur, est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que c'est que la prostate, où est-ce qu'elle se situe et à quoi elle sert? Et pour cela, on va vous présenter ce schéma animé. Vous voyez au centre là-bas, en haut, vous avez la vessie. Oui. Vous voyez un peu, la prostate est juste en dessous de la vessie. C'est au carrefour de l'appareil urinaire. Ce qui veut dire que les urines produites dans le rein, qui sont accumulées par la suite dans la vessie, s'écoulent. Vous voyez, il y a un petit canal entre la vessie et l'extérieur, chez l'homme qui traverse le pénis. Vous voyez là maintenant qu'il y a l'urètre. L'urètre, c'est ce canal-là
qui passe à travers la prostate. Donc, la prostate a déjà ce rôle urinaire, à savoir le soutènement de l'appareil de la vessie et aussi le passage des urines. Donc, tout grossissement de la prostate entraîne d'emblée des troubles urinaires. Deuxième chose, et la plus importante, en un sens, c'est le fait que la constitution du sperme est à 70% des éléments de la prostate. Donc, ce sperme-là, il y a le PSA qui est sécrété par la prostate qui favorise la liquéfaction du sperme, permettant ici au sperme de traverser la barrière vaginale qui est acide. Grâce à la prostate, les hommes peuvent avoir des enfants. Donc, vous devez comprendre que c'est un organe fondamental et qui nous permet vraiment à nous de pouvoir avoir ce rôle de procréation. Voilà qui est clair, docteur Ipoupa. Après toutes ces explications à partir de ce schéma-là, on comprend le rôle fondamental de la prostate, qui est un organe. C'est vrai que dans l'imagerie populaire, on entend souvent des personnes dire « il souffre de la prostate, il a la prostate ». Maintenant, on sait que ce n'est pas une maladie. Merci. Il y a un humoriste qui a dit un jour, au Cameroun, c'est le seul pays où un organe est une maladie. Non, la prostate, on ne va pas dire que c'est la prostate. Vous devez comprendre que l'évolution de la prostate, à partir de la puberté, dès 12 ans, la prostate commence à grandir sous l'effet de la testostérone. À partir de 20 ans, 22 ans, quand la puberté finit, la prostate plus ou moins se stabilise, plus ou moins. Maintenant, à partir de 45 ans, 50 ans, chez certains dont un parent peut-être il y a une origine familiale, la prostate commence à nouveau à grandir, soit en volume, soit il y a une multiplication anarchique. En volume, on parle de hypertrophie bénigne de la prostate, cette augmentation du volume de la prostate, et la multiplication anarchique à l'intérieur d'elle, des cellules, est appelée cancer de la prostate. Mais il y a aussi une chose, vous devez comprendre que la prostate, c'est cet organe qui, au même moment, un homme pourra avoir et le cancer de la prostate, au même moment, et l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ne veut pas dire que le cancer de la prostate, on quitte du cancer à l'hypertrophie ou bien l'inverse. Non. On peut avoir au même moment les deux pathologies. Mais aussi, mais aussi l'inflammation de la prostate, prostatite. Les plus jeunes, vous avez des plus jeunes sexuellement actifs qui viennent en consultation en disant que, docteur, nous avons tels symptômes, tels problèmes urinaires. Qu'on rencontre également chez une personne qui est un peu plus âgée, qui a déjà une augmentation de son volume de prostate. Donc la prostatite, c'est cette inflammation-là de la prostate qui peut résulter d'une infection sexuellement transmissible non traitée. On va revenir sur les maladies de la prostate, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, docteur, c'est le cancer de la prostate. Dis-nous, comment on diagnostique ce cancer? Merci Mireille. Le cancer de la prostate, vous devez comprendre que la première chose, c'est d'abord le patient. Le mot de révélation le plus connu, ce sont les troubles urinaires. Les patients viennent avec des troubles urinaires du bas appareil, des difficultés à émettre des urines. Lorsque la personne arrive aux toilettes, elle pousse, elle attend. La personne vient se réveiller plusieurs fois la nuit, réveille la nuit pour aller uriner, entraînant des problèmes au niveau sexuel ou bien la fatigue en journée. La personne est obligée de courir pour aller uriner. Donc, première chose avec ce mot de révélation. Les patients viennent. Mais toujours pour le cancer, vous avez les douleurs osseuses. Lorsque la maladie quitte la prostate pour aller toucher d'autres organes, notamment les os. Donc, la personne vient en consultation avec des douleurs osseuses. Ah, il a des douleurs osseuses, je vais voir un rhumato, autre chose. Alors qu'en fait, c'est peut-être le cancer de la prostate. Le patient va voir un spécialiste qu'on appelle le pneumologue, le spécialiste des poumons, parce qu'il a peut-être une infection au niveau du poumon. On se rend compte que la maladie allait toucher les poumons. Donc, vous devez comprendre qu'il y a plusieurs mots. Mais le mot le plus fréquent, ce sont les troubles urinaires. Par la suite, ça c'est déjà le patient. Deuxième étape, ce sont le médecin. Le médecin, lui, sur le plan clinique, il a l'examen clinique, le toucher rectal, plus connu. Oui, alors le toucher rectal est souvent très très redouté par certains hommes qui estiment qu'un autre homme ne devrait pas le faire. Effectivement, mais bon, ça veut dire qu'il préfère que ce soit une femme. Parce qu'il y a une femme en consultation, peut-être qu'il faudrait une neurologue femme à ce moment-là. Non, je pense que le toucher rectal, nous n'allons pas dire qu'il ne faudrait pas. Il y a un moment moyen, on va y arriver. Mais ensuite, nous avons le PSA, cet examen qui est fait au laboratoire et qui, lorsque l'examen est anormal, augmenté de volume, on pense on suspecte un cancer de la prostate. Il y a d'autres examens par la suite où, lorsque ce PSA est élevé, on envoie le patient faire une biopsie, un prélèvement en biopsie par la voie anale
pour avoir une idée de la nature histologique, pour savoir si c'est le cancer ou bien si c'est bénin, c'est-à-dire l'hypertrophie bénigne de la prostate. Il y a d'autres examens comme une IRM de la prostate, voire les PET scans. Donc pour revenir au toucher rectal, en consultation, on peut ne pas, peut-être d'emblée en consultation, faire au patient. On demande au patient, vous savez, on peut demander au patient, allez, on va vous faire, s'il refuse, on dit non. Mais le moment venu, si le PSA est élevé, on sera obligé de le faire. Parfois, le patient ne veut pas, on dit, ok, bon, comme vous ne voulez pas, on s'en va faire l'IRM. Si l'IRM, par la suite encore, montre que c'est attention, il y a quelque chose. De toute façon, pour avoir une image, pour avoir une histologie, c'est-à-dire pour avoir la nature de la cellule, il faudra faire une biopsie par voie, malheureusement, anale ou bien. Alors, mais docteur Epoupa, les chiffres quand même inquiètent. C'est quand même 2200, près de 2200 nouveaux cas de cancer de la prostate diagnostiqués ou alors dépistés chaque année au Cameroun. Après, on a les perdus de vue, après, on a des personnes qui ne reviennent plus. Mais tout à l'heure, vous avez dit que les jeunes également sont affectés. Pourtant, on sait que... Une inflammation de la prostate, vraiment, il faudrait que je vous coupe. Oui, allez. L'inflammation de la prostate. Les jeunes sont... Une prostatite. Les jeunes sont affectés par les prostatites et non par les cancers. Non, c'est très rare. Il y a des cas de très très jeunes qui ont eu le cancer de la prostate très très jeune. C'est très rare. Mais principalement le dépistage, je suis obligé d'embrayer par là, le dépistage à partir de 45 ans chez un jeune en général, donc dans la famille, une histoire familiale, et 50 ans plus ou moins chez les autres. Vous devez savoir qu'il est même préférable de venir à partir de 45 ans, car nous ne savons pas, nous sommes des Africains, nous sommes des Camerounais, on n'est pas sûr que notre parent, notre grand-parent a eu le cancer. Parce que je voudrais dire quelque chose de très important. Le risque d'avoir le cancer pour une personne dont le père ou bien l'oncle direct a eu le cancer, la prostate est multipliée par 3. Si l'oncle et le père... La génétique, alors, le facteur génétique joue un rôle très important dans la transmission, dans votre probabilité de souffrir, de faire un cancer. Voilà. Donc, si c'est multiplié par 11, si le père et l'oncle ou bien l'oncle, le père et le grand-père. Donc, c'est très important. Il y a des facteurs de risque. Je profite encore pour enlever les facteurs de risque. Vous avez les facteurs de risque majeurs. L'origine ethnique, c'est-à-dire que la race, le noir, d'après les études américaines, qui ont été faites il y a quelques années, les Noirs sont des sujets à risque de faire le cancer de la prostate plus élevé que les autres sujets caucasiens ou asiatiques. Ça, c'est des sujets américains. Nous n'avons pas encore fait chez nous pour l'instant des études camerounaises propres aux Camerounais disant que, ok, est-ce qu'on fait le cancer ou pas chez les Noirs. Vous avez donc la deuxième chose, c'est l'âge. À partir de 45 ans, j'ai expliqué que sous l'effet de la testostérone, il y a un risque encore accru parce que la testostérone permet la croissance de la prostate à partir de ce qu'on appelle la dihydrotestostérone, qui est encore 100 fois plus active que la testostérone. Donc, elle se multiplie et permet maintenant la croissance de la prostate. Donc, à partir de 20 ans, à la fin de la puberté, il y a plus ou moins l'évolution arrête. Mais après, il y a ce phénomène qui pourrait faire que ça commence encore à revenir. Et comme on dit souvent, tôt on est dépisté rapidement, on a la chance. Donc, ça sont les facteurs de risque majeurs. L'âge, la race. Et puis, il y a l'histoire familiale. On a très souvent parler des hommes qui ont des troubles érectiles. Et j'aimerais savoir, est-ce que le trouble, la prostate peut être à l'origine de l'érection molle ou bien, parce qu'il y a des gens qui disent que j'ai l'érection molle, il y a d'autres qui disent que non, ils ont l'érection dure et tout. Est-ce que justement, la prostate peut être à l'origine si jamais on a un souci à ce niveau? Merci, c'est une très bonne question. Vous devez comprendre qu'à partir d'un certain âge, tout trouble au niveau de la prostate, j'ai parlé chez les jeunes des prostatites. Vous savez, généralement, l'origine chez les jeunes, à grande majorité au Cameroun, en Afrique, c'est généralement des infections sexuellement transmissibles. À grande majorité. Qui crée une prostatite. Qui, par la suite, lorsqu'elles sont maltraitées, en général, entraîne par la suite une prostatite. Maltraitée, elle entraîne une chronicité, puis ça peut toucher une prostatite. Vous avez des patients qui ont ces troubles. Donc, la prostate, à ce moment, c'est un organe qui est avoisinant, vous avez vu le schéma, il n'est pas loin du pénis. Donc, tout trouble, toute douleur dans ces zones-là peut entraîner psychologiquement des difficultés à avoir des rapports. Vous savez que si vous avez des douleurs à cet endroit-là, ça ne touche pas que l'endroit D. Vous avez pratiquement tous les douleurs dans le bassin chez certains patients. Donc, tout trouble à cet endroit-là pourrait influencer l'érection. Vous devez comprendre que l'érection, bien que vous avez un phénomène où vous avez l'information qui vient au cerveau, mais si en bas vous avez des douleurs, ça peut inhiber, tout simplement ça peut. C'est pas quelque chose de direct que lorsqu'il y a inflammation, directement une inflammation va aller taper sur l'érection. Non. Vous devez comprendre que
cet ensemble-là, parce que aussi, les problèmes érectiles c'est un ensemble de facteurs. Ce n'est pas une seule chose souvent qui donne les problèmes érectiles. Et pour venir chez les personnes plus âgées, j'ai dit lorsqu'elles ont des troubles urinaires, ça peut entraîner le fait que psychologiquement, difficile d'aller uriner, des urines qui coulent seules ou autre chose, bien que la personne par la suite a des difficultés à avoir des érections. Alors, je vais rester dans le même registre que Freddy, parce qu'on a souvent, toujours dans l'imagerie populaire, des personnes qui vont vous dire que plus tu as des éjaculations, tu es à l'abri d'avoir un cancer de la prostate ou d'avoir une maladie de la prostate. Donc, un homme qui est activement sexuel est à l'abri d'un cancer de la prostate. Est-ce vrai, docteur? Merci Mireille pour cette question. Cette imagerie populaire, comme vous dites, c'est encore accentué avec l'étude récente qui, il y a quelques années, qui a fait le boom. Il y a sur 25 000 hommes, sur presque 25 000 hommes, presque un certain nombre de personnes, sur presque 25 ans aux États-Unis, qui disaient que ce groupe de personnes-là, par la suite, ont moins fait le cancer de la prostate que d'autres. Moi, j'ai toujours dit, on a parlé de facteurs majeurs. Je n'ai pas eu le temps de développer les facteurs mineurs. Les facteurs mineurs, sur le plan alimentaire, comme certains aliments comme la tomate, qui ont des éléments, qui ont un élément comme la lycopène, qui est un effet protecteur pour la prostate, pourrait réduire. Mais, si vous avez le facteur majeur, vous êtes âgé, vous avez dans la famille quelqu'un qui a eu le cancer, vous êtes noir, vous êtes un facteur à risque. Même si vous avez 21 éjaculations, parce que l'étude disait que 21 éjaculations par mois pourraient réduire. 20 rapports sexuels par mois. Non, sur 30 jours. Éjaculation. Même pas la masturbation alors. Donc, Voilà. Donc c'est-à-dire que 21 éjaculations pourraient avoir un effet bénéfique dans la réduction. Oui. Pourrait. Okay. Donc, pourrait avoir un effet bénéfique. C'est-à-dire que, OK, peut-être en éjaculant, vous avez un renouvellement, tout simplement, c'est-à-dire que la prostate travaille normalement, constamment. J'ai dit que ça produit les éléments qu'il y a dans le sperme. Donc, c'est clair que la prostate en travaillant normalement, OK, peut-être ça peut avoir un effet protecteur pour inhiber la multiplication anarchique. Pour certains, ça pourrait. Mais, si vous avez un facteur de risque clair, ce sera difficile. Vous comprenez? Il y a encore d'autres facteurs encore mineurs qui sont ajoutés. On dit que par exemple l'obésité peut entraîner, il y a une inflammation. Quand on est obèse, il y a une inflammation chronique, vous voyez un peu. Mais si vous faites 22 éjaculations et que dedans vous chopez une infection sexuellement transmissible, excusez le terme choper, si vous allez avoir une infection sexuellement transmissible, l'infection va multiplier, va potentialiser le risque de faire le cancer. Tout simplement parce que l'infection, lorsqu'elle sera maltraitée, lorsqu'elle va donner par la suite une prostatite, donc inflammation, infection sexuellement transmissible maltraitée, qui va donner une prostatite par la suite, peut à la suite aussi, à la longue, favoriser aussi peut-être le Tout à l'heure, vous avez parlé de la tomate. C'est quand même intéressant. Oui, nous avons dit que la tomate, l'ail, pistache... On dit pistache aussi. Peuvent Attends, la tomate, l'ail... Tomate, ail, pistache. Mais la tomate, l'étude est claire concernant la tomate parce qu'il y a la lycopène dedans qui a un effet protecteur clair. Effet protecteur ne veut pas dire que... Donc, je vais comprendre. Donc, je vais comprendre. Donc, si j'ai 50 ans, moi, je veux dire, si un homme a 50 ans, il doit consommer la tomate chaque jour. Ça sert à rien, c'est à temps. Donc la tomate doit être consommée comme moyen de prévention avant. J'ai dit ceci. Oui, on va comprendre. Nous vous basons sur certaines études. Oui. Les études ont dit que la tomate, qui est plus sûre, contient un élément qui pourrait avoir un effet protecteur pour la prostate. Donc cet effet protecteur-là, la lycopène, peut aider certaines personnes. Vous devez comprendre que l'homme, c'est quelque chose de... Vous avez des hommes qui respectent tout, mais à la fin peuvent faire un diabète plus tard. C'est rare, mais ça existe. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que donc ça peut avoir un effet bénéfique. Donc, ça peut aider à réduire. Ça peut aussi aider à réduire le fait qu'au lieu d'avoir son cancer à 45 ans, 50 ans, il a plutôt le cancer à 80 ans. 80 ans, voilà. Oui. C'est vrai que vous avez évoqué un sujet qui moi, m'intéresse et je pense que les hommes en voudraient de ne pas vous poser cette question parce que je suis face à vous. Je vais parler justement de l'éjaculation. Je voudrais savoir, docteur, est-ce qu'il y a une différence entre une éjaculation après un rapport sexuel et une éjaculation liée à la masturbation? C'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais je pense que je voudrais bien avoir une réponse à cette question. Éjaculation, c'est éjaculation. Non, je peux pas que ça vienne de la bouche. Bon, donc, il faut répondre. Donc, réponds. Non, nous ne sommes pas... Donc, réponds.
ne sont pas des charlatans. Donc, l'éjaculation, il y a éjaculation. Maintenant, est-ce que l'éjaculation, il y a cette sensation d'orgasme chez l'homme après l'éjaculation, lors de la masturbation, qui est différente de cette sensation lorsqu'il est en train de faire le rapport sexuel avec la femme? Je m'arrête là. Bref, je veux savoir si ça a un impact sur la fertilité, parce qu'on dit qu'il faut éviter de se masturber et tout et tout. Pourquoi on dit, j'ai pas compris, pourquoi il faut, on a dit, dans l'imagerie populaire. Bon, maintenant, ça veut dire que vous préconisez la masturbation, docteur? Non, j'ai jamais dit ça. Après, vous n'avez plus envie. Ne prêtez pas de mots, ne prêtez pas de mots. Après, moi, je vais essayer de répondre. En profane. Je pense peut-être que la masturbation est interdite dans ce sens que lorsqu'on commence à la pratiquer, on finit par être addict, accro, et lorsqu'on est face à une femme maintenant, on n'est pas addict lors des rapports sexuels. On ne veut plus la femme. Ça veut dire non, ça veut dire, je pense que pour revenir à la masturbation, je pense que maintenant il y a ceux qui sont sur le plan religieux qui peuvent appliquer. Okay, je pense qu'il y a ça. Maintenant, il y a maintenant l'autre côté. Celui qui cherche l'enfant et qui se masturbe, c'est clair que le sperme qui pouvait être... Ok. Mais il y a tellement de facteurs. Nous n'allons pas dire que nous recommandons ou pas. C'est vrai que peut-être, on peut dire, ok, peut-être chez une personne, le fait de s'être... peut-être il a des problèmes d'éjaculation, peut-être on l'a envoyé faire il y a des techniques en sexologie où on a utilisé la masturbation, machin, truc. Mais je conseille que vraiment, c'est à causer directement avec son urologue par rapport à ça. Okay. Là, c'est une invitation directe envoyée en consultation, sur le plan individuel, voilà, par rapport à la masturbation et par rapport au rapport sexuel. Très souvent, on voit des personnes qui marchent avec des poches qu'on a introduites dans l'urètre, je sais pas, dans l'appareil. Des sondes. Oui, des sondes en fait. Et on dit souvent qu'il a maltraité sa prostate. C'est ça qui a causé ça aujourd'hui. L'urine va passer par là. Parfois, il y a le sang et tout. Et souvent, ils sont dans des maisons, ils ne sont même pas hospitalisés. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Merci. J'aimerais quand même qu'on sorte de cette émission. Déjà, les 3 personnes assises ici commencent à ne plus dire la prostate comme étant maladie. Vraiment, je croyais qu'après notre topo, déjà, on commence déjà par mettre prostate comme maladie. J'ai même pris le cas de l'humoriste qui a dit qu'au Cameroun, mais l'animal, c'est vraiment ancré en nous. Première chose, on met de côté le mot prostate. Prostate, c'est un organe. Prostate, c'est une glande sexuelle. Prostate, c'est très important pour l'homme. Sans la prostate, vous et moi, on ne serait pas ici assis. On est bien d'accord. Maintenant, pour revenir à votre question, on a mis la sonde. Il a maltraité la prostate, comme vous dites. Non, voilà. Maintenant... Il a maltraité la maladie. Non, je prends le mot à mot. Voilà. Peut-être si je dis un autre mot, il ne va pas comprendre. Donc, je voudrais dire simplement que il y a des personnes qui se retrouvent avec une sonde urinaire parce qu'elles ont une rétention aiguë d'urine et puis on a été obligé de poser une sonde urinaire. Maintenant, si elles étaient peut-être venues tôt en consultation, on aurait commencé par un traitement peut-être médical, puis à la fin, lorsque le traitement médical n'a plus eu d'effet, on serait obligé peut-être de faire une chirurgie. L'avantage de la chirurgie de nos jours, qu'elle soit endoscopique la plupart du temps faite et qui permet une meilleure en termes de qualité, en termes de retour rapide à la maison et autres, après, on n'a plus de sonde. Ça, pour répondre à votre question, on peut le dire. Donc, peut-être la prise en charge précoce pourrait éviter à ces personnes le fait d'avoir un sondage pour longtemps ou bien à vie. Parce que beaucoup aussi, à un moment, ont d'autres maladies qu'on appelle des comorbidités. Elles se retrouvent donc peut-être, elles n'ont plus, soit peut-être des problèmes financiers, elles ne peuvent plus se faire opérer, soit... Mais de nos jours, les coûts aussi sont tellement réduits par rapport à avant qu'on peut aussi améliorer certains jeux. Maintenant, il y a aussi un autre problème d'information pour savoir que même malgré ça, est-ce qu'elles sont encore éligibles pour une prise en charge définitive? Je ne sais pas si je vais répondre à votre question. Vu que vous parlez de prise en charge, docteur Epoupa, on parle du cancer de la prostate ce soir, même si on a essayé un peu de s'évader, mais on revient à notre sujet principal. Est-ce qu'on peut en guérir? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui qui souffre du cancer de la prostate peut être totalement guéri de ce cancer? Merci Mireille, c'est une très bonne question. Il est important pour vous de savoir que la première chose, c'est le dépistage précoce. Dépistage précoce veut dire que lorsque nous venons en consultation, on reçut chez un patient à détecter qu'il a un cancer de la prostate et cette maladie est encore localisée dans la prostate. Nous avons bien dit qu'il y a des patients qui viennent en consultation avec la maladie déjà ailleurs. Ça veut dire que ça a dépassé déjà la prostate, la maladie allait toucher d'autres organes. Métastasé déjà. Merci bien, le cancer s'est métastasé. Lorsque le cancer de la prostate est localisé dans la prostate, nous pourrons
dans ce cas, faire une prise en charge radicale, chirurgicale, par l'ablation de la prostate. On connecte maintenant la vessie. Connecter, c'est le mot pour que vous compreniez. Oui, on fait une anastomose entre la vessie et le reste de l'urètre. J'ai dit que tantôt, dans la prostate, il y a une partie de l'urètre, c'est-à-dire que le passage des urines vers l'extérieur. Donc, on connecte, on fait l'anastomose entre cette vessie et l'urètre et on permet maintenant à la personne d'uriner normalement comme avant. Donc, la personne n'aura plus cette prostate-là. Et si on a la chance que la maladie n'avait pas encore touché de manière invisible le reste, qu'elle veut dire invisible, c'est-à-dire pas dans le scanner ou des autres imageries. Donc, si on a la chance là que la maladie était restée uniquement à la prostate, la personne est guérie complète, elle est déclarée comme guérison complète de ce cancer de la prostate. Donc, c'est possible lorsque le dépistage est précoce. Nous pouvons aussi dire que grâce au pouvoir public, nous pouvons aussi faire une prise en charge radicale dans notre pays. C'est pas fréquent, c'est rare, mais c'est possible quand même d'en faire. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle trouvaille, une innovation déjà disponible au Cameroun qui permet également de prendre en charge ce cancer-là. L'embolisation de la prostate. L'embolisation de la prostate, docteur. Merci Mireille, c'est une très bonne question encore. L'embolisation. On a parlé tout à l'heure dans sa rubrique innovation. Désolé, scientifique. L'embolisation de la prostate n'est pas encore très répandue dans notre contexte, dans notre pays. Mais on a eu le premier cas déjà du côté de Yaoundé et ça fait 11 mois seulement. Très bien, mais ce n'est pas une chirurgie radicale de la prostate. Elle a été faite pour la chirurgie pour diminuer le volume de la prostate, généralement pour une hypertrophie bénigne de la prostate. La chirurgie radicale. C'est quand même une bonne innovation quand même. C'est une trouvaille qui peut aider. Je vais donc répondre à la question. En vous donnant les types de chirurgie généralement, vous avez la chirurgie radicale de la prostate par la radio, par le robot en Europe, par la cœlioscopie dans certains centres ici au Cameroun où on peut enlever. C'est la cœlioscopie, c'est-à-dire qu'on met des petits trocards, des petits trous dans le ventre, et aussi par la chirurgie ouverte. La cœlioscopie se fait très bien au Cameroun. Il y a des centres qui en font. Donc vous pouvez donc dire qu'il y a cette possibilité d'enlever la prostate. L'embolisation, c'est juste qu'on passe par des artères et puis on essaie de passer par des artères et puis on arrive à diminuer l'apport sanguin et ça diminue le volume, ainsi de suite. Pour l'instant, dire que radicalement enlever la prostate, pas non. Pour l'instant, c'est plus pour la chirurgie endoscopie de la prostate. Merci, docteur Franz Epoupa, pour toutes ces explications. Nous espérons que nos téléspectateurs ont été satisfaits. Nous sommes en novembre, mois dédié à la santé masculine. Docteur, un dernier mot à l'endroit des personnes qui vous regardent, qui vous écoutent. Merci Mireille, c'est vraiment très important de rappeler que Novembre Bleu est important pour le dépistage des maladies, d'abord de la prostate, mais aussi nous pouvons embrayer par le cancer des testicules, parce que 20 à 35 ans, c'est l'âge où nous retrouvons plus ces patients qui ont le cancer des testicules. Ne veut pas dire que les autres n'ont pas. Donc en fait, Novembre Bleu, c'est le dépistage des maladies de la prostate et les autres cancers qui touchent beaucoup plus les hommes. Nous pouvons insister sur le fait que venez s'il vous plaît, vous dépistez tôt. Le dépistage est individuel, les entreprises le font ailleurs. Dépistage égale diagnostic précoce qui égale traitement radical. Nous pouvons de nos jours faire cela avec nos moyens et nous pouvons aussi plus ou moins éradiquer ou bien diminuer cette pathologie et permettre aussi par la suite, je veux dire, d'améliorer la qualité de vie des patients. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cet autre numéro de Check-up, votre magazine de la santé sur Canal 2 International. Nous espérons que vous avez été suffisamment informés. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous laisser vos préoccupations. Cécile? Sur WhatsApp, on se fera un plaisir de vous lire de ce côté-là au 679 47 39 et 83 ou aller sur notre page Facebook Check-up Santé sur Canal 2 en un seul mot et laissez vos suggestions aussi, ce sera avec plaisir. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.